Donc 2 orateurs pour 3 communications qui vont donc nous faire la connaissance un peu plus précise et intime d'un certain nombre d'archevêques de Bourges. Donc en premier lieu, donc je laisse la parole à Jean-Vincent Jourdeuil. Donc il va nous parler sans plus tarder donc de l'archevêque de la dédicace en 1324, donc Guillaume de Brosse. 2 points quand les archevêques étaient de passage. La parole est à toi. Merci Madame le professeur, Monseigneur, Monsieur le chanoine, chers amis de la cathédrale. Rien ne destinait à Guillaume de Brosse à gouverner son diocèse natal, ni même à devenir clerc. Il n'a jamais bien intéressé les historiens, excepté une notice récente dans le volume de Sens des Fastiers ecclésiés gallicanais. Jusqu'à présent, vous voyez où se trouve le château de Brosse, entre Babéry et Haute-Marche, et aux confins du Berry, du Poitou et du Limousin tout au nord. Jusqu'à présent, Guillaume de Brosse émerge en 1316 comme clerc du roi et chanoine de Bourges. On ne savait rien de ses bénéfices 1 an avant son épiscopat, ce qui a de quoi intriguer. Cette année-là, en 1316, après 2 ans de vacances du siège, les cardinaux élisent l'un d'eux, natif de Cahors, et c'est ce Jean XXII qui installe la papauté à Avignon, dont il avait été l'évêque, et c'est ce Jean XXII qui donnera 4 sièges à Guillaume de Brosse. Dans son livre sur les évêques français du XIVe siècle, Vincent Tabac n'a trouvé qu'une poignée d'évêques pour battre ce champion des transferts. Je vais déjà, par ordre chronologique, parler de ce Guillaume de Brosse avant 1317 et essayer de remonter avant 1316, et puis je verrai ces différents épiscopats. Donc voyons d'abord les années 1315-1317, avant d'aborder la famille et les études qui vont éclairer les années jusque-là inconnues. On le voit d'abord au service du gouvernement royal, au plus près des rois. L'époque, vous l'avez dans vos mémoires, grâce à Maurice Druon et ses rois maudits, quand les 3 fils de Philippe le Bel se succèdent rapidement. Guillaume surgit en 1315 au service ponctuel de Louis X, quand l'État doit répondre à des ligues nobiliaires qui se révoltent contre l'État. Et pour la première fois depuis 10 ans, le Parlement ne peut pas tenir son unique session, mais il envoie des enquêtes massives partout dans le royaume qui nécessitent des dizaines d'hommes capables, et notamment des juristes. Donc, Guillaume est recruté en raison de sa formation en droit civil pour un service de quelques mois, mais la source qui le documente me paraît bancale. Vous avez cet extrait de la Chambre des comptes qui se souvient en 1324 de l'enquête menée par l'ancien évêque de Meaux, Guillaume de Brosse, dans le bailliage de Sens, pour les années 1315-1316. Or, à cette époque, il n'était pas encore évêque, alors à moins que les millésimes soient faux. Parmi ces enquêteurs de cette grande enquête de 1315, on trouve nombre de clercs du roi et de grands légistes qui sont de Berrichon. Je veux citer par exemple Pierre de Chappe. 3 notaires du roi sont chanoines de Bourges, Pierre Barrière, Pierre Bertrand, Pierre de Prunay. Vous avez aussi Henri de Culan, donc vous avez la carte du diocèse de Bourges. En rouge, la branche aînée des vicomtes de Brosse, et Guillaume appartient à la branche cadette. Vous voyez leurs fiefs et leurs principaux châteaux en vert. Ils sont à cheval sur le diocèse de Limoges et sur le diocèse de Bourges. Et vous voyez Culan qui se trouve tout à côté de Sainte-Sévère-sur-Indre. Donc c'est Henri de Culan qui est clerc du roi, est aussi par ailleurs chanoine de Saint-Austrier de Bourges. Il est le voisin des Brosses, comme vous le voyez, et c'est aussi le cousin d'Henri de Sully. Alors Sully est au diocèse d'Orléans, mais en bleu, vous voyez tous les fiefs qu'Henri de Sully possède. Et à cette époque, Henri de Sully vit plus à la cour que sur ses terres. Il est bouteiller de France et membre du Conseil du roi. Enfin, vous avez 2 Mornais, Mornay-Berry aujourd'hui, que vous voyez près de la Loire. Et à ce moment, parmi les enquêteurs, se trouve Philippe de Mornay, chanoine de Bourges, et son frère Étienne, professeur en loi, et il est l'unique chancelier de Louis X. Le roi fait des tournées pour calmer les ligues. En mars 1316, Louis X est dans sa ville de Bourges, où il octroie une charte aux nobles du Berry. Il est accompagné de son chambellan, Guy de Séry, vous le voyez, qui est un autre voisin des Brosses, à l'ouest du diocèse. Donc il y a une concentration de Berrichon au sommet de l'État qui n'est pas anodine.
Guillaume appartient à la branche cadette, donc en vert, que vous voyez, de la branche aînée, que vous voyez en rouge, celle des vicomtes de Brosse. Les deux branches des Brosse battent monnaie. Depuis 5 ans, son neveu de Guillaume tient ses seigneuries de Sainte-Sévère-sur-Indre et de Boussac. Il les tient du roi et non plus du seigneur de Châteauroux. Et l'autre neveu, tout à l'est, seigneur d'Uriel en Bourbonnais, est vassal du seigneur de Bourbon. Louis X, roi de France et de Navarre, meurt en juin après 1 an et demi de règne. Donc il laisse une fille de 4 ans et une veuve enceinte dont on ne sait évidemment si elle porte un fils ou une fille. Donc la régence est aussitôt exercée par le plus proche frère du roi, le comte de Poitiers. Et ce régent veut voir clair au sommet de l'État et fait dresser des listes des serviteurs du gouvernement et du Parlement. Et on voit apparaître, je n'ai extrait que les noms qui concernaient les berrichons qui étaient membres de ces listes, on voit vers le bas apparaître pour la première fois Maître Guillaume de Brosse, qui est membre du Parlement en 1316. On n'a pas de liste antérieure à 1308, donc ce laps de temps 1308-1316, qui n'est pas sourcé, empêche de savoir si Guillaume doit son entrée plutôt au régent ou à Louis X. Mais c'est impensable avant 1314, comme nous le verrons tout à l'heure. Parmi ces membres du gouvernement et du Parlement, on retrouve plusieurs docteurs et anciens régents d'université en droit civil qui partagent le même habitus que Guillaume de Brosse, que l'on sait docteur et professeur en loi, c'est-à-dire en droit civil. Les études permettent aux plus obscurs de s'élever dans l'Église et dans l'État. Enquêter fut pour Guillaume une expérience qui lui a fait préférer le service direct du roi aux offices dans une stalle, l'aumus sur la tête en hiver. La régence du comte de Poitiers pouvait durer des années si l'enfant était un garçon, si la petite Jeanne de 4 ans ne trouvait pas de soutien, car jusqu'à présent on n'avait jamais eu de fille, mais ce n'était pas impossible pour hériter du trône chez les Capétiens directs. Et la régence aurait pu durer aussi s'il arrivait à contenir son oncle, comte de Valois, le frère de Philippe le Bel. Le Berry va encore déferler au sommet de l'État et même verrouiller l'État sous cette régence. Le régent va changer de chancelier en nommant le chancelier qu'il avait quand il était comte de Poitou, qui s'appelle Pierre d'Arablois, ou d'Arablais, qui est né donc aux portes du diocèse de Bourges, tout à côté de Gien. Il est docteur en loi, archidiacre du Bourbonnais à Bourges dès cette époque et jusqu'à sa mort, même quand il sera cardinal. Le régent fait d'Henri de Sully grand bouteiller de France et il le met à la tête du Trésor et des comptes sous le nom de souverain du Trésor. Sully est aussitôt accusé d'avoir empoisonné Louis X. Il va déposer une partie des bijoux de la couronne dans la cathédrale de Bourges. Et il va devenir capitaine de la cité pour bien contrôler cette ville. Je vous rappelle, on l'a déjà vu avec Fabrice Délivré, que sa famille avait donné au XIIe, XIIIe siècle 4 archevêques à Bourges. Et dans le classement, cet Henri s'appelle Henri IV de Sully. Il devient vraiment un chef de faction à la nouvelle cour du comte de Poitiers. Et c'est lui qui fait entrer Guillaume de Brosse au Parlement. Il fallait du sang neuf et fidèle, des légistes de haut vol, et puis enfin, comme vous le voyez par cette généalogie avec les 2 mentions en bleu, Guillaume est le fils de la cousine germaine d'Henri. Pardon, Henri est le fils de la cousine germaine de Guillaume de Brosse. Le roi Jean naît en novembre, Jean Ier dit le posthume, mais il ne vit que 5 jours. Donc le régent immédiatement se proclame roi pour neutraliser les prétentions de sa nièce Jeanne, qui avait aussi des prétentions légitimes à succéder à Louis X. Mais Philippe V continue de ne pas faire l'unanimité autour de lui. Et notamment, son oncle, le comte de Valois, distille des rumeurs de régicide. Son frère Charles, vous le voyez avec les limites en vert, et vous voyez Brosse et Boussac tout au nord. Son frère Charles, ne le soutient pas davantage et il refuse de le reconnaître comme roi de France et de Navarre
Et il est depuis 1314 pair de France et apanagé du comté de la Marche contre les fiefs des Brosses. Philippe V, aussitôt autoproclamé roi en quelque sorte, fait le choix surprenant d'envoyer Guillaume de Brosse auprès du pape sans le chapeauter par un plus grand que lui. Je ne sais pas ce que cela peut cacher. Est-ce que Guillaume aurait connu le pape quand il enseignait à Toulouse ou à Montpellier? C'est difficile de le dire. Guillaume fut défrayé pour 76 jours de voyage à la cour d'Avignon pour de difficiles négociations, comme l'indique le compte tenu par le clerc du roi Pierre Barrère, qui, comme par hasard, est chanoine de Bourges et de Saint-Ursin de Bourges. Le nouveau roi a besoin du soutien du nouveau pape contre le comte de Flandre, qui empoisonne les relations avec le royaume de France depuis une trentaine d'années. Et Guillaume, lorsqu'il est à Avignon, assiste à la première promotion cardinaliste de Jean XXII, qui a lieu le 17 décembre. Il y a un Italien et 7 Français créés cardinaux, dont l'évêque du Puy, Bernard de Castanet, dont je vais parler très bientôt, et surtout Pierre d'Arablois, qui est chancelier du roi depuis 3 semaines. À ce moment-là, Philippe V n'est pas encore sacré. On voit le soutien manifeste de Jean XXII pour les prétentions de Philippe V, mais c'est aussi un retour d'ascenseur en souvenir 4 mois plus tôt du conclave lyonnais qui était soumis à l'intimidation militaire du comte de Poitiers en personne pour forcer les cardinaux à enfin élire un pape au bout de 2 ans de vacances. Donc le cardinal d'Arablois décide de vivre près du pape. Donc la chancellerie est vacante et elle passe le 26 janvier 1317 au clerc du roi Ébérichon, Pierre de Chappe. Donc cette promotion libère son office de poursuivant de l'hôtel du roi, qui est donné à Guillaume de Brosse. Alors, qui sont ces poursuivants de l'hôtel du roi? À cette époque, ils sont 6, 3 clercs et 3 laïcs. Je vous ai mis le cursus de ces 3 clercs poursuivants du roi. Leur fonction sert à entendre les requérants briguant une faveur ou un office du roi. Chaque matin, 2 poursuivants donnent audience aux requérants et ils prennent note des requêtes pour les adresser au roi. On les nommera 10 ans plus tard les maîtres des requêtes du roi. Guillaume pouvait ainsi, en ayant cet office prestigieux et de contact direct avec le roi, il pouvait espérer disposer de quelques années agréables dans cet office stratégique. Pour son train de vie et son prestige, il devait aussi briguer quelques bénéfices ecclésiastiques. Donc ce sont ces bénéfices de 1317 dont je vais parler. Depuis la fin du XIIIe siècle, les papes s'attribuent de plus en plus la collation des bénéfices en nommant à des cures les canonicats des évêchés. Ils nomment, pour faire exécuter ces lettres, 3 clercs de confiance ou qui ont un rapport direct avec le bénéfice visé. Quelques jours après être devenu poursuivant du roi, Guillaume figure en février 1317 comme exécuteur de 2 lettres pontificales sous la qualité de chanoine de Bourges, c'est la première mention que j'ai trouvée de lui, maître et docteur en loi. Et il est exécuteur pour le clerc du roi Thierry de Hérisson, vous le voyez sur la carte, natif du Bourbonnais, Hérisson, chanoine de 4 collégiales, de 2 cathédrales, et il a reçu en outre un canonicat de Bourges en 1307 par la collation de Philippe le Bel. La lettre indique que le pape donne à Hérisson, sur recommandation de Philippe V, la prébende au chapitre de Paris, devenue vacante par la promotion du nouvel archevêque de Sens. Donc Brosse et Hérisson, les 2 font la paire, sont du même Berry, chanoine de Bourges et clerc du roi. Alors Guillaume put entrer au chapitre de Bourges par le même type de collation exceptionnelle faite par le roi, ou alors tout simplement par la collation ordinaire des chanoines qui se cooptent. Guillaume avait eu un grand-oncle chanoine de Bourges, mais qui est mort depuis longtemps, donc il n'a pas pu aider son ascension. En mars, le pape lui donne le droit d'avoir un autel portatif, c'est-à-dire son chapelain ou lui peut dire sa messe un peu partout au gré des déplacements. Il peut aussi désigner son confesseur, donc il échappe à son curé. Et ce sont des privilèges que le pape donne à quelques laïcs grands, comme Henri de Sully, par exemple, à cette époque, et seulement à quelques clercs, à l'échelle de la chrétienté. Donc Guillaume se trouve au service permanent d'un roi âgé de 20 ans, qui a l'avenir devant lui.
il reçoit du pape une expectative de prébende dans la cathédrale de Paris le 22 avril. Une telle prébende donnait accès aux maisons canoniales idéales dans l'île de la Cité pour quelqu'un qui travaille au contact direct du souverain. Une expectative de prébende met sur une liste d'attente jusqu'à la libération d'une prébende, à condition qu'un autre clerc ne bénéficie pas d'une expectative plus ancienne donnée par le même pape. La lettre révèle les bénéfices que Guillaume possède en plus du canonicat de Bourges. Ce sont 3 bénéfices, vous les voyez avec ces étoiles bleues, 3 bénéfices qui se trouvent en limite intérieure du diocèse de Limoges, en rapport intime avec les fiefs familiaux. Il est chanoine de Notre-Dame de la Chapelle. C'est une collégiale fondée seulement en 1311 par le cardinal Pierre de la Chapelle-Taillefer, qui est né dans ce lieu et qui y repose depuis 1312. Guillaume l'a connu, mais il n'appartient pas à la première promotion de chanoine, car nous verrons qu'il n'était pas encore clerc. C-L-E-R-C. Le cardinal donna le patronage de sa fondation, à sa mort, à la collégiale Saint-Autrier de Bourges, à laquelle appartient par exemple le chancelier Pierre de Chappe. La collégiale de la Chapelle, en 1317, abrite par exemple un autre chanoine de Bourges, Pierre Barrière, clerc du roi déjà rencontré, un autre Limousin, Roger de Terne, neveu du cardinal fondateur, docteur dans les 2 droits, doyen de la collégiale Saint-Thierry de Limoges, futur archevêque de Bourges. Il possède aussi 2 bénéfices que vous voyez toujours en bleu, avec les étoiles, qui se trouvent précisément dans les villages possédés par le vicomte de Brosse. Il est prieur d'Anzem. L'abbaye de Déol, abbaye bénédictine que vous connaissez, a des prieurés. Elle peut donner, pour conforter les revenus d'un clerc séculier, les revenus d'un prieuré. Et en outre, Guillaume est le fils de Marguerite de Déol, qui est d'une branche des seigneurs de Châteauroux. Il est aussi curé de Saint-Sulpice de Dun-le-Palestel. Alors, on ne sait pas à cette époque si Guillaume a déjà reçu le sacerdoce, mais dans tous les cas, il afferme sa paroisse à un prêtre puisqu'il ne peut y résider. Ces 3 bénéfices furent donnés avant 1317 par leur patron. Ces revenus ne pèsent pas lourd, c'est un début de carrière. Guillaume doit même se contenter d'une expectative de prébende dans la collégiale de Vatan, pourtant patronnée par le chapitre de Bourges. Les exécuteurs de sa lettre sont l'archevêque de Bourges, Reynaud de la Porte, diocèse de Limoges, futur cardinal, un archidiacre de Tours, Emery de Châtelus, diocèse de Limoges, futur cardinal, et le chantre de Clermont, clerc du roi, et professeur dans les 2 droits. Bon, à ce stade, le cursus bénéficial de Guillaume est pauvre lait, mais la lettre indique qu'il est professeur en loi et pas seulement docteur. Ça signifie qu'il a enseigné le droit dans un studium ou une université, le droit civil. Alors, les bénéfices reçus si près de sa terre natale m'ont poussé à aller chercher du côté des archives familiales ce qu'il en restait pour essayer de trouver un Guillaume de Brosse. Donc, c'est ce que l'on va voir dans ce dernier petit point. Avant 1316, la piste du droit civil et la piste familiale. Alors, où Guillaume a-t-il pu étudier ou enseigner le droit civil ? Bologne, Toulouse, Avignon, Montpellier. Paris ne formait pas au droit civil. Alors, la proximité avec Orléans est tentante. Le studium eut le précédent pape Clément V comme étudiant du civiliste Pierre de la Chapelle-Taillefer. Ce studium reçut des bulles de Clément V en 1306 pour devenir une véritable université. Alors, Guillaume put y étudier, mais il ne fut pas au nombre des 5 régents civilistes dont Charles Villiers a dressé la liste. Le cardinal de la Chapelle, c'est lui aussi qui donna les statuts à la jeune université d'Orléans. Pour devenir docteur, et à condition de ne faire que cela, il fallait au moins 15 ans. Donc ça recule par rapport à 1317. Alors sachez que les professeurs n'étaient pas tous des clercs. Songez à Guillaume de Nogaret. Alors justement, je vous invite à voir cette piste familiale de cette généalogie. En 1317, ceux qui sont en bleu, c'est ceux qui vivent encore. Alors les parents de Guillaume, que vous voyez au milieu à droite, se marient avant 1256 et son père repose depuis 1287 chez des cisterciens de Prébenoît, près de Boussac. En 1317, Guillaume est le seul survivant de sa fratrie. Belle Assé est morte avant 1300, après son mariage à Ité de Magnac, un Limousin, mais qui est aussi seigneur de Cluy, tout près de Brosse. L'aîné de Guillaume est marié à la fille du comte de Sancerre, qui repose depuis 1305 dans la collégiale d'Uriel.
et ses neveux sont encore célibataires. Quant à la branche aînée, vers la partie gauche, elle est tenue par la jeune vicomtesse qui a été happée par l'héritier de la seigneurie de Châteauroux. Le couple a un fils qui a été happé, lui, par Henri de Sully, qui lui a imposé, il est encore jeune, un contrat de mariage en 1317 avec l'une de ses nombreuses filles. Quand on voit cet arbre généalogique, on se rend compte que Guillaume survivra 30 ans à ses sœurs, donc il n'était pas déjà plus, alors qu'il était déjà plus tout jeune quand il monta à Paris. Vous noterez avec les cartes que je vous ai proposées qu'entre Babéry et Haute-Marche, la limite diocésaine n'a pas de sens pour cette famille. Ce genre de famille, pas comtale, mais pas non plus chevaleresque, une noblesse médiane qui frappe pourtant monnaie, ce genre de famille donnait souvent un fief à celui qui se faisait chanoine. À la mort de son père, Guillaume hérita de la seigneurie de la Pérouse, tout près de Sainte-Sévère, qui avait appartenu d'ailleurs à son grand-oncle chanoine, mais à cette époque, Guillaume n'était encore pas clerc, il était laïc et probablement jeune. Quand on regarde tous les actes qui peuvent documenter les Brosses, il n'y a qu'un Guillaume possible chez les Brosses. Or, voilà 4 actes que je vous analyse qui le qualifient Guillaume de Brosse, seigneur de la Châtre-au-Vicomte, aujourd'hui la Châtre-Langlin. Et en 1301, Guillaume de Brosse apparaît, un habitant de Saint-Benoît-du-Sault, j'entourais là, tout à côté de Brosse, vend des rentes voisines au village de Mouet et puis à la Châtre-au-Vicomte, au damoiseau Guillaume de Brosse, seigneur de la Châtre-au-Vicomte. Et c'est un laïc. L'année suivante, grâce à ses rentes, Guillaume fonde chez les cisterciens voisins d'Aubignac, fondé par les Brosses, une messe annuelle du Saint-Esprit pour lui et son gendre, qui est encore vivant. Donc Guillaume s'est marié. Tout à l'heure, tu as dit que des chanoines pouvaient entrer au chapitre une fois veuf. Et il a même eu une fille, puisqu'il a un gendre. Et son mariage date nécessairement d'avant 1280, si on prend une barre minimale, un laps de temps minimal, et sa naissance d'avant 1260, ce qui coïncide avec les dates de mariage de ses parents. En 1305, le seigneur de la Châtre-au-Vicomte, Guillaume de Brosse, obtient le droit de l'archevêque de Bourges de fonder dans son château de La Châtre une chapelle dédiée à Saint-Augustin. Et en 1313, ça fait partie des joies quand on passe des heures dans des archives sans rien trouver, je trouve un acte qui le qualifie de vénérable professeur en loi. Donc, si aucun doute n'est permis, il s'agit de lui. Et il est choisi comme arbitre par 2 personnages importants, l'abbé d'Aubignac, qui doit reconnaître qu'il lui faut payer une rente au prévôt bénédictin de Saint-Benoît-du-Sault, qui a un prieuré dépendant de Saint-Benoît-sur-Loire. Et à cette époque, qui est prévôt ? C'est le cardinal Arnaud de Pellegru. Ainsi, Guillaume ne voulut pas se remarier quand il est devenu veuf, et il demanda la tonsure à son archevêque, voire même à l'évêque de Limoges, en 1313 au mieux. Il garda ses fiefs jusqu'à la fin de ses jours, et il quémanda quelques bénéfices dans sa terre natale, ceux que vous avez vus en 1317. Alors, il est peut-être en 1315 enquêteur réformateur, mais de manière certaine, il entre au Parlement en 1316. Donc, ceux qui en avaient assez de l'année 1317, ce n'est pas fini. Je vous rappelle qu'il y a 12 mois dans une année. Nous n'en étions qu'au mois de mars. Mais cette année-là, il va devenir aussi évêque. Je reviens donc à cette année. Il n'a pas eu le temps de se créer beaucoup d'obligés comme poursuivant de l'autel, ni même de jouir de son expectative parisienne. Ça a été dit tout à l'heure avec Fabrice, Jean XXII, à peine fait pape, il voulut tout de suite créer une dizaine de diocèses en France. Vous le voyez dans les grisés, dans les violets. Sans toucher, par exemple, au diocèse de Bourges. J'emprunte cette carte à une étude d'Anne Massoni. Le pape fonda la province de Toulouse, transformant parfois des abbayes en cathédrales. Et au sud de Toulouse, entouré en vert, le prieuré Notre-Dame de Rieux devient cathédrale malgré la modestie du bourg. Le 9 juillet, le pape annonce à Philippe V le nom de 7 clercs de son royaume pour inaugurer 7 sièges. C'est aussi une manière habile d'associer le roi à sa réforme en cas d'opposition des communautés lésées. Et pour Rieux, le pape nomme Guillaume de Brosse, qui a peut-être même été soutenu en consistoire par quelques cardinaux qui le connaissaient, dont Arablois. Par parenthèse, Guillaume de Brosse est le seul des 7 évêques à être clerc du roi, à travailler au contact direct du roi.
vous noterez que sans nouvelle carte ecclésiastique voulue par le pape, pas de promotion épiscopale pour celui qui, après tout, n'était qu'un vulgaire laïc depuis 3 ans. Et à cette époque, seule la moitié des évêques étaient pourvus par le pape, les autres étaient encore élus par les chanoines. Mais Guillaume de Brosse refuse le siège de Rieux. Son collègue poursuivant de l'autel, Michel Mauconduit, quelques mois avant, a aussi refusé le siège de Pampelune, qui est en Navarre, mais le roi est aussi roi de Navarre et roi de France, pour un problème physique qui l'empêchait d'exercer l'office pontifical, et il ne sera jamais évêque. La carrière de Guillaume aurait donc pu s'enliser sur un petit siège éloigné de Paris, où tout restait à faire, la mense épiscopale, l'officialité, les limites, le fonctionnement du chapitre, la recension des revenus. Il lui aurait fallu aussi quitter le roi. Mais Guillaume obtint tout de suite une forte compensation, car 6 jours après la bulle qui le nommait évêque de Rieux, le pape le fait doyen du chapitre de Bourges. C'est mieux, je répète ce que je viens d'entendre. À la demande du roi, l'évêché pairie de Noyon, très prestigieux, avait été donné en avril précédent au doyen de Bourges, Foucaud de Rochechouart, qui était doyen depuis, un Limousin, qui était doyen depuis 20 ans et qui venait d'être nommé clerc de la Chambre des comptes sous Philippe V. Et Rochechouart devient en même temps qu'il devient évêque père de Noyon, souverain du Trésor royal en doublon d'Henri de Sully. Guillaume avait enfin une dignité, Guillaume de Brosse, la première de la cathédrale de son diocèse. Il l'avait demandé pour la conserver un certain temps. Le chapitre appréciait d'avoir un doyen si près du roi. Beaucoup de doyens devenaient évêques, d'autres mouraient en fonction, mais c'était un tremplin. Qui saura si Guillaume eut le temps de venir prendre possession de sa stalle de doyen et de commander un sceau? Parce que vous vous souvenez que l'évêque du Puy a été fait cardinal en décembre 1316. Il avait demandé aussi l'autorisation du pape de conserver le siège du Puy, qui dépendait directement du pape, ce siège. Or, voilà que le cardinal Bernard de Castanet, évêque de Porto et Sainte-Rufine, meurt au vigile du 15 août 1316. Vous me voyez venir. Le 19 octobre, Jean XXII donne le siège du Puy à Guillaume, cette fois-ci qui accepte, convaincu par le roi qu'il devait peut-être viser un peu plus haut que poursuivant de l'hôtel du roi, à un âge avancé. Et Guillaume savait aussi que ce siège servait souvent d'étape. Il fut donc poursuivant de l'hôtel du roi 9 mois et doyen de Bourges 3 mois. Mais là s'ouvre pour lui une carrière épiscopale et il fait partie des évêques du XIVe siècle qui sont le plus passés par de nombreux sièges. Alors, Guillaume ne prend pas personnellement possession de sa froide cathédrale Ponote, on est en octobre, mais il le fait rapidement en 10 jours en envoyant un procureur qu'il n'a pas choisi au hasard. Il s'agit de Simon d'Archiac, doyen du chapitre de Saintes, mais surtout clerc du roi, cousin d'Henri de Sully et cousin de Foucaud de Rochechouart. Guillaume a demandé sans tarder la consécration épiscopale pour exercer son pouvoir d'ordre, car ses bénéfices, ceux qu'on avait vus précédemment, sont donnés rapidement en novembre par le pape. Sa cure va à un professeur en loi chanoine d'Émoutier, diocèse de Limoges. Le décanat de Bourges va à Roger de Terne, déjà rencontré comme chanoine de la chapelle Taillefer. Et il est aussi, par exemple, prieur de la collégiale de Grasset, dans le diocèse. Le prieuré d'Anzem est donné à un docteur en loi, clerc du roi. C'est un milieu qui se passe les bénéfices et qui s'épaule. L'évêque du Puy part tout de suite en ambassade royale envoyée au pape du 20 décembre 1317 jusqu'au 21 mars. Donc il est à Avignon. Le chancelier et Henri de Sully la président. Alors traiter des affaires de Flandre n'empêche pas de penser à sa carrière et à la carrière de ses amis. Le 13 février, un neveu d'Henri de Sully, encore un, Élie de Ventadour, diocèse de Limoges, devient doyen du chapitre du Puy, où siège Guillaume de Brosse. Et il devient chanoine de Bourges le même jour, en succédant à la prébende laissée vacante par Guillaume de Brosse. L'ambassade se tient aussi informée, un peu comme le nonce aujourd'hui, des évêques français mal en point. Et l'évêque de Meaux, dans la province de Sens, meurt le 30 décembre. Donc le diocèse de Meaux aura 2 avantages pour Guillaume de Brosse. Il est pratique pour se rendre à Paris et il est 10 fois plus riche que le Puy. Donc le pape l'y transfère, il est sur place. Le 14 février, Jean XXII transfère Guillaume de Brosse du Puy à Meaux.
On a donc un jeu de siège musical qui est très banal pour la papauté avignonnaise, qui entraîne le même jour le transfert au puits du premier et dernier évêque de Limoux, Durand de Saint-Pourçain. En octobre 1319, il est évêque de Meaux. Il part en ambassade royale présidée par Sully auprès du pape, toujours pour les affaires de Flandre. À Bourges, il passe à Bourges, il est à Paris avec le roi, ils descendent avec Philippe V et ils sont à Bourges avec Sully. Et le roi écrit une lettre au pape et aux cardinaux le 15 novembre pour que le pape et les cardinaux écoutent bien ses envoyés et quand ils parleront comme si c'était le pape. Et il faut montrer dans cette affaire de Flandre une amitié que l'Église garde au roi et au royaume. Et le roi rappelle à Jean XXII que c'est un ancien sujet. Le 20 décembre, vous avez la liste là des archevêques de Sens, ceux qu'ils étaient avant, ceux qu'ils seront après. Et leur diocèse d'origine, on voit que Limoges a mis la main sur Bourges et non pas l'inverse. À se demander si Bourges n'est pas suffragant de Limoges à cette époque. Et vous voyez aussi en chiffres dans la colonne de droite la durée de leur épiscopat. Le 20 décembre 1320, Raynaud de la Porte, un Limousin, l'archevêque Raynaud de la Porte est fait cardinal. Donc Bourges n'a plus d'archevêque et Guillaume y est transféré le 27 février 1321. Une fois fait archevêque de Bourges, à cette époque, comme vous le remarquez, il n'y a plus qu'à espérer ou y mourir ou obtenir le chapeau, comme plusieurs prédécesseurs. Durant l'été, le pape lui envoie une pluie de grâce et d'indultes. Il l'absout d'avoir juré de faire sa visite ad limina tous les 2 ans, comme c'est la coutume. Guillaume peut donner 60 jours d'indulgence quand il prêche lors de ses messes dans sa province. Il peut faire réconcilier par un autre les églises et les cimetières pendant 3 ans dans son diocèse. Il peut dire la messe avant le jour et dire les offices selon le rite romain. Mais il y a des imprévus. Philippe V, qui était très jeune, meurt en janvier 1322 et de surcroît sans héritier mâle. Alors, les clans à la cour se recomposent, le trône passe à son frère comte de la Marche, qui va devenir Charles IV, et l'archevêque quitte la diplomatie royale en même temps que la disgrâce de Sully. Cette année 1322, des Juifs sont brûlés à Bourges. Donc probablement, il revient à Bourges. Et comme vous savez, Bourges a la particularité d'avoir 2 saints archevêques au XIIIe siècle, donc un archevêque canonisé en bonne et due forme, Guillaume du Donjon, mais celle de son neveu est en cours et il fallait reprendre le dossier, et on le doit à Guillaume de Brosse. Donc qui était le neveu de Berruyer, qui était le neveu de Guillaume du Donjon. En 1323, les évêques de Chartres et d'Orléans, le prieur dominicain de Bourges, doivent enquêter à nouveau sur la vie et les miracles. Il faut relancer une tentative de canonisation à Avignon. Guillaume et le chapitre ont demandé à 3 clercs italiens de transmettre au pape un dossier qui était perdu à Rome et qu'il fallait transférer à Avignon. Un dossier rédigé il y a plus de 30 ans. En avril 1324, le lendemain de Pâques, Guillaume va reconnaître les reliques de Saint-Saustrier dans la collégiale du même nom à Bourges. Et c'est le 5 mai qu'il procède à la dédicace qui nous réunit. Mais elle a été située, à mon avis, pas innocemment, elle se trouve 2 jours avant la fête de la translation de Saint-Guillaume. On note des tensions très réelles entre le chapitre et cet archevêque. Après tout, c'est tout à fait banal, mais en plus, c'est documenté, parce que ça passe par le pape. En 1325, le pape lui interdit d'empêcher un chanoine de permuter ses bénéfices, même si le chanoine lui a apporté une atteinte physique. Le chanoine a frappé l'archevêque. Le pape lui donne le droit d'obliger par des censures ecclésiastiques tout chanoine à dire la messe à l'autel majeur. Un cardinal doit même entendre les 2 parties sur la juridiction de l'archevêque pour savoir si le chapitre est capable de montrer des privilèges prouvant son exemption. Et Vincent Tabac vous l'a dit, ça ne sera réel qu'en 1393. Je reprends ce qu'avait dit le chartiste Amédée Boinet dans son livre il y a plus d'1 siècle. 1324 n'a aucun rapport avec l'achèvement de la façade. La dédicace tient plus à un rapport de force avec le chapitre qu'à une nécessité liturgique. Il aurait pu tout à fait la laisser faire à un successeur ou la déléguer à un évêque de passage. Il aimait sans doute ces longues cérémonies, rappelant aux communautés que leur ordinaire est le détenteur par excellence du pouvoir d'ordre. Et il est bon parfois de rappeler aux chanoines que la cathédrale est parfois, dans l'année, l'église de l'archevêque.
Le pouvoir d'ordre peut être perturbé par les abbés qui reçoivent aussi une partie de potestas ordinis dans le cadre de leur abbaye. Mais on a aussi à Issoudun 2 franciscains qui vraiment font plus qu'outrager la majesté de leur archevêque, puisqu'ils osent célébrer in pontificalibus avec la mitre, et ils ne sont même pas évêques in partibus. Non, et l'un d'eux se dit même cardinal. Donc ça remonte jusqu'au pape. Comme les franciscains, c'est un ordre exempt de la juridiction de l'archevêque, il faut que le pape autorise l'archevêque à venir célébrer au couvent pour bien expliquer ce qu'est un évêque, et puis aussi à enquêter. Et finalement, Jean XXII, qui a l'air très patelin, déclare l'un des frères inapte à tout office dans son ordre, et il condamne l'autre à seulement 1 année de pénitence. En 1330, j'ai terminé, en 1330, l'archevêque de Rouen, qui est le siège le plus riche, meurt. Donc on va assister à un jeu de siège musical. L'archevêque de Sens, qui l'était depuis 1 an, depuis 1 an, Pierre Roger, passe, c'est un futur pape, passe à Rouen. Donc Sens est vacant, l'archevêque de Bourges passe à Sens. Et à Bourges, il est remplacé par l'évêque de Noyon, Foucault de Rochechouart. À Sens, Vincent Tabag a relevé un nombre important d'actes liturgiques. Je ne citerai que la série d'autels de la cathédrale que Guillaume de Brosse consacre, et il consacre même l'autel majeur. Par cette carte des sièges par lesquels il est passé, vous voyez que c'est les revenus dont parlait Vincent Tabag, que notre légiste savait compter, tout bon évêque qu'il était probablement, puisque vous voyez que Le Puy rapportait 200 florins, ce sont des estimations, Meaux 2000, crescendo, Bourges 4000 et Sens 6000. Et j'avais mis Rouen, qui est le siège indépassable que l'on sait. Il est passé au Puy 4 mois, Meaux 3 ans, Bourges 9 ans, Sens 8 ans, en 21 ans d'épiscopat. Il meurt dans un de ses châteaux près de Sens, le dernier jour de 1338. Il manque son testament pour savoir si l'église de Bourges était encore dans ses préoccupations, c'est fort peu probable. Il aurait pu rejoindre son père chez les cisterciens de Prébenoît. Il sera finalement déposé à sa demande, alors qu'il aurait pu revenir à Bourges, devant le maître-autel de Sens, sous une tombe de cuivre décorée des armes de son siège et de celles de sa famille. Donc pour terminer, si on devait faire son profil par rapport aux évêques du XIVe siècle français, tous étudiés par Vincent Tabag, les points communs, il a été nommé par le pape pourvu comme une majorité des évêques, il était de noblesse moyenne et légiste. En revanche, il n'est pas le parent d'un cardinal ou d'un pape. Il a bénéficié d'une conjonction des planètes durant le règne imprévu et bref de Philippe V et le soutien d'Henri de Sully. Son cursus est en revanche pas du tout représentatif, très original, dans le sens où il a été marié, il a été père, il a eu une carrière bénéficiale extrêmement courte avant de recevoir l'épiscopat. Il est passé par 4 sièges. 1, c'était la norme, même pour des archevêques de Sens ou de Lyon. 1 suffisait. 2, c'était déjà beaucoup. 4, c'est énorme. Et il a failli passer par 5 sièges avec Rieux. Il ne lui manqua finalement que le chapeau cardinaliste, qui est pourtant distribué largement à des Français comme Simon d'Archiac, qui n'a pas marqué les annales des historiens des cardinaux. Ce veuf a finalement choisi la voie cléricale, avec au début des ambitions fort modestes. Puis, grâce au roi, c'est un peu le hasard ou la providence, selon le point de vue, il a pris goût à l'office pontifical. Mais les gens de Bourges le savent, pour les siècles, c'est la première dédicace de Saint-Ursin qui restera dans la pierre, pas celle de Guillaume de Brosse, à compter d'aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Jean-Vincent donc, pour cette passionnante enquête. Donc, si on t'a bien compris, quelqu'un qui était relativement peu connu. Oui. Et en fait, il y avait beaucoup à dire dans cette carrière extraordinaire.